Bonjour à toutes et à tous. Je suis très content de vous avoir en fait ici pour cette conférence dans le cadre du Printemps des sciences. Alors c'est vrai que d'habitude je viens avec plein de manips, plein de choses, et cette fois-ci, avec la crise sanitaire, effectivement, je ne peux pas faire tout ce que je veux et vous non plus, hein, bien entendu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter des choses. Je vous ai préparé des petits slides que je vais vous passer. Et puis, vous verrez peut-être pas ma trombine toujours, mais c'est pas la chose la plus intéressante qu'on peut voir de toute façon. Donc, ça ne pose pas de souci, pas de problème. Et puis, je vais essayer alors, j'aurais pas spécialement des manips, mais en tout cas des idées d'explications et des façons, en tout cas peut-être de peut-être même toucher un petit peu cette thématique de l'espace. Voilà. Donc, je vais bien partager mon écran dans quelques instants et je vais tout vous expliquer. Mais peut-être avant, vous vous demandez qui est ce Gugus parce que vous ne m'avez jamais vu. Eh ben non, peut-être pas, je ne sais pas. Moi, je suis le docteur Fabrice Rigolet du Jardin expérimental et je vous propose en fait de partir au niveau de l'espace. Alors, mon thème au départ, j'étais enseignant-chercheur à l'École Polytechnique à Lausanne. C'était plus la chimie, les mécanismes réactionnels qui m'intéressaient au départ. Et puis après, c'était vraiment toute la communication scientifique. Parce que finalement, on est tous pareils. On se pose plein de questions depuis qu'on est gamin et gamine. Et on n'a pas toujours les réponses. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de regarder toutes ces questions phénoménales que l'on a. Et donc, je continue à faire de la recherche maintenant à l'Université de Bourgogne sur toutes les questions de didactique et de façon dont on peut faire passer en tout cas les notions à n'importe qui, y compris en milieu scolaire. Et donc, si vous voulez voilà, qu'on continue ensemble à faire des choses à l'issue de cette conférence, on peut rester en contact, vous pouvez me poser toutes vos questions, parce que là, vous ne pourrez pas les poser en live, bien sûr, mais vous pouvez me les envoyer, et je me ferai une joie d'y répondre, et trouver peut-être des moyens, peut-être qu'on soit en vrai, pour le Printemps des sciences, à Louvain, à Namur, ou ailleurs, et puis peut-être même dans le cadre de votre établissement scolaire, on pourrait imaginer des choses. Voilà, mais j'en parle pas plus, je vais directement sur le vif du sujet, sur le cœur du sujet qui est l'espace. Alors allons-y, je partage mon écran, c'est parti, et normalement, dans quelques instants, vous allez pouvoir voir ici mon transparent. Alors, science de l'espace. L'espace, c'est quelque chose de fascinant pour tout le monde, depuis toujours. Et on a quelque chose qui nous pose la question du début, de la fin, de qu'est-ce qu'on fait ici, depuis quand les choses sont là. Vous voyez, en fait, c'est vraiment quelque chose de fascinant, l'espace. Et c'est quelque chose, que l'on soit petit, que l'on soit grand, eh bien, qui pose des questions et qui continue à nous en faire poser, puisqu'il y a encore plein de choses que l'on ignore complètement dans l'espace. D'ailleurs, il y a plein de choses que les scientifiques ne connaissent pas du tout, parce que l'espace, ça reste un mystère total. Regardez la matière noire, on n'y comprend rien, l'énergie noire, on commence seulement à comprendre des choses, mais il y a plein de choses encore que l'on n'a pas compris. Et il y a des choses qu'on continue tous les jours à essayer de comprendre. Et on avance, on avance, on avance. Enfin, ce qui est certain, c'est que l'espace est une source d'inspiration, et d'inspiration au pluriel, parce qu'en fait, c'est vraiment depuis toujours, je pense, que l'homme se pose des questions. Enfin, quand je dis l'homme avec un grand H, hein, parce que les hommes, les femmes se posent des questions depuis toujours. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, je pense très honnêtement qu'on a toujours essayé de vouloir mettre l'univers en boîte. Essayer de se dire que toutes ces multitudes de petites choses, ces lumières qui viennent d'ailleurs, qui posent des questions. Est-ce qu'on est seul dans tout cela? Quelle est la taille de tout cela? De quelle nature sont les choses qui sont là? D'où vient cette lumière, finalement? Cette lumière vient bien sûr des étoiles, mais on a remarqué aussi qu'il y avait des nébuleuses, on a vu qu'il y avait les planètes, on a compris que certaines parties du ciel, même la Lune, vous voyez, sont changeantes, et donc ça pose plein de questions, il y a plein d'objets différents dans ce ciel. Alors le ciel n'est pas pareil le jour et la nuit, puisqu'on ne peut pas observer les mêmes choses à différentes distances, etc. Les rayons du soleil qui finalement, le jour, se retrouvent dispersés tout autour de la Terre, qui crée ce ciel bleu magnifique, et puis cette nuit noire qui permet aux étoiles beaucoup plus lointaines que notre Soleil, car les étoiles sont aussi des soleils, beaucoup plus lointains, et bien cette lumière peut venir jusqu'à nous, et on peut tout d'un coup comprendre des informations qui viennent, mais de distance inouïe, de distance finalement gigantesque. Et c'est ça qui est phénoménal. Et puis, à la fois, il y avait depuis toujours, les êtres humains ont fait du feu, enfin depuis quasiment toujours, et ces étincelles qui sortent du feu rappellent les étoiles. Et là encore, autour d'un feu de camp, on lève le nez, on rêve,
Et on essaie de comprendre les similitudes qu'il y a entre les petites étincelles qui sont là et celles qui viennent de l'autre bout de la galaxie. Et quand on apprend en plus que quand on regarde le ciel, on regarde le temps qui est passé, car la lumière, comme tout ce qui est autour de nous, se déplace à une certaine vitesse. Quand vous avez une voiture qui est devant vous et qui se déplace, eh bien, en fait, quand vous voyez les phares, vous voyez en fait la lumière qui vient jusqu'à nous, c'est pas très loin, ça pose pas de souci, mais quand on est à des endroits très reculés, comme on parle ici d'étoiles qui sont à des années-lumière, ça veut dire que la lumière met une année à venir jusqu'à nos yeux. Ça veut dire qu'en fait, une année pour de la lumière qui se déplace à une vitesse de 300 000 km par seconde. C'est-à-dire le temps de dire, la lumière, ça a fait 4 fois le tour de la Terre, un petit grain de lumière. Et là, finalement, ces petits grains arrivent et puis ils mettent une année pour venir jusqu'à nous. Vous pouvez imaginer à quelle distance ils sont. Et puis il y en a qui mettent plus d'une année. Il y en a qui mettent des milliers d'années-lumière. Alors là, c'est complètement fou. Ça veut dire qu'en regardant le ciel, on regarde le passé. Parce que entre le moment où la lumière est partie et le moment où elle arrive, il s'est écoulé 1 année, 2 années, 3 années, 100 années, 1000 années. Ça veut dire qu'en fait, une étoile qui a 1 année-lumière, on la voit comme elle était il y a 1 année. Et ça, c'est juste hallucinant, imaginez ça. Et donc, ça nous a permis, en tant que scientifiques, de nous poser plein de questions. Mais avant, parce que même pas scientifique, on se pose des questions, mais on a surtout essayé de trouver des réponses. Mais avant d'aller vers cela, j'aimerais vous dire que comme c'est depuis toujours le cas, eh bien peut-être qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qui se passait peut-être au début? Alors au début, on n'a pas bien sûr de preuves de tout. Mais ce qu'on sait, c'est que l'homme a peint son histoire sur les murs des cavernes, des grottes. Alors je sais, vous avez des grottes de Han en Belgique. Il en existe d'autres qui sont richement décorées plutôt de la trace de l'homme, comme la grotte de Lascaux, qui a 17 000 ans, par exemple. Elle est datée de 17 000 ans. Puis il y a beaucoup plus vieux, la grotte Chauvet, il y a 31 000 ans. Et vous voyez la façon dont dessinaient les hommes de cette époque, c'est quasiment la même que la nôtre. Mais qu'est-ce que voulait dire ces peintures? Eh bien, en fait, on ne sait pas encore. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des histoires de saisonnalité. Il y a la question de la chasse, à quelle période on pouvait le faire, quand les animaux, finalement, étaient finalement plus aptes à être chassés ou pas. On voit des traces, en tout cas, temporelles. Et puis, on voit des traces spatiales, dans le sens espace. Voilà. Mais vous voyez, parce que je ne sais pas ce que veut dire l'espace pour vous. Je ne sais pas ce que veut dire l'espace pour tout le monde, mais l'espace veut dire plein de choses et rien à la fois. On parle d'espace vide, on parle d'espace d'une pièce, mais l'espace, c'est l'univers, et l'univers, par l'espace interstellaire, etc., c'est-à-dire entre les étoiles, toutes ces choses, ça veut dire des choses différentes, vous voyez, mais l'homme n'a pas eu tout de suite conscience de toutes ces choses-là. On voyait ça comme des choses peintes, un peu comme au fond d'une caverne. Et donc, il est fort probable que ces cavernes racontent des histoires, y compris de ce qui se passe dans le ciel. Et pour tout vous dire, il y a très peu de temps, en fait, on a étudié un certain nombre de phénomènes qui expliquent que peut-être l'homme a pu se poser des questions sur le ciel. Par exemple, on a fait des calculs et on s'est rendu compte que l'étoile de Scholz, alors l'étoile de Scholz, c'est pas quelque chose qui se voit comme je vous ai fait la photo là, qui est une illustration de l'université de Rochester. Ce que vous voyez là, en fait, bien sûr, c'est une image de l'esprit et c'est surtout pas à la bonne échelle. Depuis la Terre, on ne voit pas ça. Mais de loin, en fait, qu'est-ce que c'est que cette étoile de Scholz? De très loin, si ça passe pas loin de la Terre, eh bien, on voit un point rouge très intense, mais très, très intense. Et de près, c'est quoi? C'est un ensemble d'étoiles. C'est 2 étoiles, l'une à côté de l'autre. Alors, vous savez, les étoiles, il existe des étoiles comme notre Soleil, puis il y a des étoiles qui peuvent être plus ou moins brillantes. Il y en a qu'on appelle, par exemple, les naines rouges. Alors, la naine rouge, c'est celle qui est la plus brillante sur les 2, là, que l'on voit, donc, qui est cette étoile qui émet énormément de choses. Puis il y en a d'autres qui émettent moins, en tout cas, dans la lumière visible. C'est ce qu'on appelle les naines brunes, par exemple. Et là, on a une mini naine brune qui est beaucoup moins brillante, effectivement, à côté de notre petite naine rouge qui est là. Et ce couple d'étoiles qui dansent en quelque sorte l'une avec l'autre, c'est un duo, eh bien, il se déplace bien sûr dans l'espace, parce que tout cet espace que l'on a autour de nous n'est pas statique, il n'arrête pas de bouger dans tous les sens. Comme nous tournons autour du Soleil, et en même temps nous tournons sur nous-mêmes, mais en même temps l'ensemble de notre système solaire lui-même bouge, et donc on a en fait un balai incessant, et donc on peut croiser, recroiser, repartir, etc. Eh bien, sachez qu'on a fait le calcul, il y a à peu près 70 000 ans,
à moins d'années, une année-lumière, ce duo de l'étoile de Scholz est passé près de la Terre. C'est-à-dire à moins d'une année-lumière. Il y a 70 000 ans, on était à moins d'une année-lumière. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme de cette époque a forcément vu un phénomène incroyable et ahurissant dans le ciel. Et puis la prochaine, c'est pas tout de suite. Si vous voulez voir les travaux de Carlos de la Fuente Marcos, vous pourrez regarder. Et c'est fascinant de se dire qu'en fait, avec nos calculs et notre compréhension du monde, on peut se dire que finalement, on a retrouvé des traces de ce qu'a pu observer finalement l'homme de Cro-Magnon à l'œil nu à cette époque-là, qu'on ne peut plus voir bien sûr à l'œil nu, parce que le tout s'est déplacé et peut-être reviendra, on ne sait pas. Ça, en tout cas, moi, je ne sais pas. Certainement que les gens de cette étude ont fait tous les calculs pour voir. Donc, moi, je n'ai pas regardé tous les détails, mais j'ai vu cette partie-là et je trouvais ça juste un beau témoignage, en fait, voilà, de ce qu'a pu voir l'homme de Cro-Magnon. Mais au-delà de ça, parce que c'est ça qui est incroyable, eh bien, on a remarqué, quand je dis on, c'est une dame qui s'appelle Chantal Jeges-Vorkiewicz, qui finalement a vu que dans la grotte de Lascaux, on peut la prendre, finalement, on peut prendre tous les dessins qui sont là pour des cartes du ciel. Et ce ne serait pas étonnant que finalement ces dessins qui sont peints au fond des grottes, eh bien, racontent en même temps comment les étoiles de cette époque permettaient de nous guider et comment peut-être les esprits, on imaginait que les esprits des animaux que l'on avait peut-être combattus et autres se retrouvaient, ou des ancêtres, ou des dieux derrière tout ça, eh bien se retrouver dans le ciel pour nous guider. Ça a été une notion parce que finalement dans le ciel, on observe toutes ces étoiles qui nous guident, on observe aussi, donc ça c'est le guide un peu spatial, on sait que si on se déplace vers la direction de telle étoile, on va dans telle direction, on ne savait pas les données, bien sûr, mais le nord, le sud, l'est, l'ouest, eh bien on avait ces notions pour se repérer et le ciel était essentiel. On n'avait pas de GPS bien entendu à l'époque. Voilà. Alors la journée, on avait effectivement la course du soleil qui nous donnait les directions, mais la nuit, on pouvait utiliser des étoiles, bien entendu, comme on l'a longtemps fait. Et puis, il y en a d'autres. Il y a la Lune. La Lune en elle-même, eh bien, elle nous donne non seulement des idées, peut-être pas tellement de l'espace, mais surtout du temps, puisqu'elle change avec le temps. Et si elle change avec le temps, ça veut dire qu'en fait, tous les temps de temps, quasiment tous les mois, toutes les lunaisons, tous les 28 jours, à peu près comme le cycle, finalement, des dames, eh bien, en fait, on a effectivement quelque chose de régulier. Ça veut dire qu'en fait, on peut aussi gérer le temps en termes de calendrier lunaire. Et ça, figurez-vous, ça a été fait par l'homme il y a 10 000 ans. En tout cas, c'est ce qu'on croit. C'est une étude de l'université, en fait, pas loin de Rome, voilà. À Velletri, en fait, on a découvert ce petit caillou. Alors, je zoome un peu et vous voyez qu'en fait, il y a des traits. Ces traits très réguliers qui sont là. Et on voit que ces traits ont été faits à différentes époques. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas tous été faits en même temps. Et on peut suivre l'évolution des traits et on comprend que finalement, ils représentent certainement une lunaison. Et on voit donc que c'était un calendrier, un moyen de soit l'homme a observé, l'homme encore une fois avec un grand H, l'homme, la femme, je ne sais pas qui a fait ce truc, eh bien, ils ont observé régulièrement le temps qui passait et ils ont continué à graver de manière régulière. Ça, c'est une idée. Et puis après, peut-être que ça leur permettait, eux aussi, de revivre la même chose et de voir la régularité des choses qui sont derrière. Et peut-être qu'il y avait des rites au passage de ça, etc. etc. Vous voyez, donc c'est vraiment très intéressant de voir que des objets aussi simples que cela, sur des os, on a trouvé aussi beaucoup d'os où il y avait des marques de passage de temps et des choses comme ça. Et donc, comme les enfants, on leur dit, dans 3 dodos, tu feras ci et ça, eh bien, les hommes de Cro-Magnon, dans 3 lunes, dans ceci, etc., où il fallait marcher dans telle direction, dans telle étoile, pendant 3 lunes pour obtenir ci, etc., pour chercher de l'eau, pour chercher du bétail, pour retrouver la famille qui s'est éloignée, etc., etc. Donc, vous voyez, c'est vraiment fascinant de se dire ça. En fait, on partage des choses. Nous, on partage notre montre et puis notre point coordonnées GPS. Eux faisaient la même chose, mais pas avec une tablette, pas avec un téléphone, mais tout simplement avec des objets aussi rudimentaires que des cailloux. Voilà. Et alors, après, d'autres lieux, beaucoup plus récents peut-être, ce qu'on appelle Stonehenge en Angleterre. Alors là, c'est extraordinaire. Entre moins 2900 et moins 1600, on a construit ce lieu qui n'a pas arrêté de bouger. Bien sûr, on n'y voit plus grand-chose. Mais vous pouvez noter encore les parties circulaires et les parties centrales de ce lieu.
Et on voit qu'en fait, on s'est posé plein de questions sur l'utilisation de ce lieu. Quel était effectivement le but de construire des cailloux, de s'embêter, etc. Eh bien, on a remarqué certainement que là encore, ce lieu qui est là, je vais essayer de prendre voilà, la partie circulaire qui est là, la partie centrale qui est là, eh bien, en fait, alors il y a plein de théories, hein, mais on voit que le Soleil, eh bien, lorsque c'est le solstice d'été, arrive par un côté, ici, et puis on voit que le lever du soleil au solstice d'été, ben, il est pile à cet endroit-là, coucher pile à cet endroit-là, etc., etc. Pareil pour la lune et tout ça. Donc on trouve en tout cas des coïncidences avec le ciel qui sont troublantes et qui nous expliquent certainement que derrière tout ça, il y avait forcément une envie de comprendre le ciel différemment. Et ça, c'était juste magique de se dire ça, bien sûr. Alors après, bien sûr, vous allez me dire, si je suis dans mon jardin, je plante 4 piquets, il y a de fortes chances qu'ils soient alignés avec soit la Lune, soit une étoile, soit quelque chose, vu le nombre d'étoiles qu'il y a dans le ciel, forcément. Oui, alors c'est vrai, hein, bien sûr, on peut trouver des coïncidences. Mais là, elles sont tellement nombreuses à se répéter qu'il y a peut-être plus que des coïncidences. Alors, je n'ai pas dit, bien entendu, que c'était une horloge astronomique, etc. Je ne vais pas parler de la fin du monde, des Mayas, de tout ce que vous voyez, enfin, c'est pas ce que je veux dire, mais on voit que partout, à plein d'endroits, en tout cas, ce culte du ciel, eh bien, en fait, était là. Et c'est bien logique, parce qu'on l'a encore. À l'heure actuelle, on est émerveillé devant le ciel, c'est pas pour rien. Et donc, on a toujours quelque chose. Et d'ailleurs, on a même vous savez, des vieilles réminiscences. Par exemple, quand c'est la pleine lune. Quand c'est la pleine lune, on n'arrive pas à dormir. Eh bien, on n'arrive pas à dormir. Pourquoi? Eh bien, une des explications est que, eh bien, on est comme les chats. On chassait les soirs de pleine lune parce qu'on voyait bien, c'était dégagé, c'était pratique. Et donc, il y a de fortes chances qu'on a des réminiscences de cette époque où on chassait les soirs de pleine lune. Et donc, on est éveillé encore les soirs de pleine lune en se disant, oh, il y a quelque chose à faire d'extraordinaire. Donc, on ne va pas dormir. Et oui. Mais au-delà de cela, ça veut dire que très rapidement, on s'est posé la question de la mythologie. Vous savez, la mythologie, c'est la petite histoire un petit peu pour retenir l'histoire d'un peuple. Bien, et vous savez, on raconte des histoires. Les Grecs disaient que Hercule était très fort, il a fait ci, il a fait ça. Voilà. Et donc, on raconte les légendes qui fondent, qui expliquent pourquoi on est là, avec nos ancêtres, et puis qui était le premier, voilà, comment on a été créé, enfin, toutes ces choses-là. Il y avait beaucoup donc de la question de la mythologie qui a donné aussi la religion, bien sûr, et toutes ces choses. Et donc, on a créé un espace où la mythologie avait de la place. Et donc, on avait une vision imagée, poétique du monde, parce qu'il faut bien une origine à tout ça. Vous voyez, ça pose des questions. Alors, bon, chaque, bien sûr, culture a ses images. J'ai pris des cultures très simples dont on a déjà entendu parler, mais j'aimerais vous montrer parce que c'est rigolo. La première, c'est les Égyptiens, bien sûr. Alors, vous voyez, par exemple, ils avaient la déesse Nout. Alors, je vous montre ici, c'est rigolote, hein, la déesse Nout. Vous voyez, c'est une espèce de grande figure bleue, un peu comme Avatar. Et puis, alors, elle a des petites étoiles partout sur elle. Et bien, en fait, c'est la voûte céleste. Et donc, c'est elle qui se plie, et c'est elle qu'on voit quand on regarde le ciel la nuit. Et quand on dort, et ben pour eux, on voyait la déesse Nout. Et puis à côté de ça, bon, ils pensaient des choses comme par exemple le soleil était porté par c'était un dieu qui se déplaçait avec un char, hein, voilà. Et puis la lune aussi qui se déplace dans le monde des vivants, puis des mondes obscurs la nuit, alors peut-être le monde des morts, enfin on ne sait pas, voilà. Et puis les étoiles qui étaient, par exemple, ça c'est la grande ours dessinée chez les Égyptiens. On appelait ça finalement Mesketiu, qui veut dire la grande ours, mais on l'appelait aussi la cuisse. La cuisse souvent du buffle, en fait, qui était parce qu'on imaginait en fait qu'il y avait une charrue qui était tirée par un bœuf, voilà, et que ce bœuf il tirait cette charrue pour pouvoir finalement, voilà, tout simplement labourer le ciel. Voilà. C'est rigolo hein, comme histoire. On raconte aussi effectivement que, enfin, il y en a plein des légendes sur les étoiles dont je ne vais pas toutes les donner, non, pardon. Et la grande ours, vous savez, c'est celle qui effectivement ressemble à une casserole. C'est celle qui effectivement, voilà. Donc nous on dit c'est une casserole. Zoup, voilà. Les Égyptiens, eux, voyaient davantage, en fait, effectivement, peut-être la queue ici et puis la casserole là, vous voyez. Donc, on l'appelait souvent le cuisseau, la cuisse, etc. Et ce qui a donné aussi chez les Romains, c'est amusant ça, les Romains, en fait, disaient que la grande ours, c'était finalement
plusieurs bœufs qui tiraient aussi une charrue, etc. Donc, vous voyez, on a gardé, et certainement que les Romains ont récupéré ça des Égyptiens à l'époque où Jules César avait fricoté un petit peu notre cher Cléopâtre de l'autre côté. Et donc, forcément, ils se sont échangés des petits trucs de mythologique, quoi. Et puis, il y en a d'autres, il y a les Grecs, par exemple. Alors, les Grecs, c'est amusant, eux, donc la grande ours, eux, c'est plutôt Callisto. Alors, Callisto, elle a été changée en ours, en fait, parce que vous savez que Zeus, le dieu, chef des dieux, quoi, on va dire, un dieu des dieux, on peut dire, eh bien, en fait, Zeus, eh bien, en fait, il aimait sa femme, mais enfin, bon, il en aimait d'autres aussi. Donc, du coup, il allait voir à droite, à gauche, faire des bisous par-ci, par-là. Et donc, il était tombé amoureux de Callisto. Et puis, du coup, pour se venger, on dit que la femme de Zeus a dit, oh, puisque c'est comme ça, on va la transformer en ours, et comme ça, on est tranquille. Voilà, par exemple. Et donc, c'est retrouvé dans le ciel. Mais on retrouve la flèche, comme tout à l'heure. C'est très drôle, qui tire l'ours, et puis de l'autre côté, la flèche qui montre, si on reprend sur les Égyptiens, on a ici la flèche qui montre en fait le bœuf. Donc vous voyez qu'en fait, il y a des similitudes dans tout ça. Et puis, pour expliquer la voûte céleste, eux, ils utilisent la légende de Gaïa et d'Ouranos. Alors Gaïa, c'est la déesse de la terre, et puis Ouranos, on ne voit pas bien là, en fait, ils sont nés du chaos, c'est-à-dire de rien. C'est assez compliqué ça aussi, enfin bon, on en discutera. Et puis on raconte en fait que Gaïa et Ouranos, donc le ciel et la terre, en fait, se rencontraient régulièrement. Ils se rencontraient très très souvent, ils étaient très liés, très amoureux l'un de l'autre, etc. Et puis un des enfants qui est né de ça, c'est Chronos. Chronos, c'est le temps qui passe, bien sûr. Et lui, il était tellement jaloux en fait de son père qui venait visiter sa mère, il a séparé Ouranos de Gaïa, ce cher Chronos. Et donc, c'est-à-dire qu'il a séparé le ciel de la terre. Et depuis, le ciel et la terre, ils ne sont plus ensemble, ils sont séparés l'un de l'autre. Et c'est donc sur Ouranos que les étoiles brillent, en fait. Voilà. C'est expliqué la voûte céleste. Donc, c'est rigolo comme histoire. Voilà, il y en a plein comme ça, et ça permettait aux gens de retenir des trucs. Alors, le problème, c'est que ça retenait des trucs, mais des fois, des trucs pas très justes. Parce qu'il faut être honnête, il n'y a pas d'Ouranos, il n'y a pas de Gaïa, enfin, en tout cas, on ne les a pas vus. Voilà. Mais ça permettait de raconter des histoires. Et puis, ça permettait d'expliquer l'origine du temps, toutes les choses qui sont là. D'ailleurs, Ouranos, vous voyez, le nom, ça a donné Uranus comme planète, parce qu'on donnait le nom des dieux, en fait, aux planètes aussi, vous voyez, donc ça, c'est une question aussi. La première, Mercure, bien sûr. Alors, tiens, l'ordre des planètes, l'ordre des planètes, discutons 2 secondes. Donc, on a le Soleil qui est là, et puis après, pour retenir, je ne sais pas si comment vous faites, vous, je ne sais pas, vous ne savez pas, non, voilà. Alors, l'ordre des planètes, je vous le dis, c'est Mercure, ici, après, c'est Vénus, après, c'est la Terre, après, c'est Mars, après, c'est finalement, il y a un grand endroit où, en fait, ici, il y a la ceinture d'astéroïdes. Après, je mets Jupiter, même si ce n'est pas une planète, on est d'accord, les astéroïdes, ce sont des cailloux qui se baladent. Voilà. Après, j'ai Saturne, après, j'ai Uranus, après, j'ai Neptune. Et puis après, plus tard, il y en a une qui est plus là, justement, parce que plus tard, c'est Pluton. Et donc, Pluton, qui n'est plus une planète. Mais enfin, c'est pas que c'est plus une planète, c'est-à-dire qu'elle a été reléguée, en fait, à pas tellement, une vraie planète en tant que telle. Pourquoi? Parce qu'à cette époque-là, à cet endroit-là, vous avez, en fait, il faut bien penser que tout ce monde est organisé en anneaux, comme ça, autour du Soleil, bien sûr. Eh bien, alors, regardez comment ça marche. Tout au début, ici, vous avez à cet endroit-là les planètes qu'on appelle rocheuses, c'est-à-dire, grosso modo, ce sont des cailloux. Bon, d'accord, très bien. Alors, vous allez dire des cailloux, la Terre, quand même, il y a de l'eau, oui, d'accord. Enfin, bon, c'est quand même des gros cailloux. C'est ce qu'on appelle le cœur de la planète, c'est avant tout du caillou. Puis il y a un peu d'eau dessus, enfin voilà. Et puis, au-delà, donc, tous les cailloux, toutes les planètes qui n'ont pas pu à se former, finalement, elles ont atterri dans la ceinture d'astéroïdes. Voilà, c'est finalement des cailloux qui n'ont pas vraiment donné de planète. Et puis après, il y a les géantes gazeuses, ici, celle-là. C'est très amusant parce que plus on s'éloigne du Soleil, plus c'est froid. Donc le gaz, il est liquide sur ces planètes. Ça veut dire quand même qu'il pleut de l'air. Ah oui, il pleut de l'air. C'est froid. Et alors, du coup, bon, une chose, alors on va pas revenir sur tout ça, il y a même des endroits où l'air peut être solide.
Oui, ça paraît plus difficile à se dire que l'air, ça fait des glaçons. Bah oui, c'est bien, mais c'est comme ça. Et alors, du coup, ce qu'il faut bien comprendre par rapport à tout ça, on ne va pas discuter de toute l'histoire de l'air et tout ça, je pourrais faire une conférence complète là-dessus, mais enfin, discutons de la suite. Eh bien là, c'est surtout du gaz et de la glace, en fait. Eh bien, tout au bout, il y a des glaçons. Et donc, de la même façon qu'il y a une ceinture d'astéroïdes, il y a une ceinture de glaçons. Et cette ceinture de glaçons s'appelle la ceinture de Kuiper. Et donc, Pluton fait partie des gros blocs de glaçons qu'il y a là-dedans, et quand même pas énorme au point d'une planète. C'est-à-dire que c'est une planète qui est en fait le plus gros des glaçons, grosso modo, de la ceinture de Kuiper. Donc, du coup, on la considère un peu comme une planète. Enfin, ça a été un petit peu relégué. Et en plus, elle n'a pas tout à fait la même orbite que les autres, puisqu'elle n'est pas tout à fait. Vous savez que tout est attiré par ce soleil qui est là, et donc tout tourne bien autour. Là, plus on s'éloigne, plus ça commence à être attiré par d'autres objets, par d'autres corps, etc., etc. Puis on pourrait discuter encore plein de choses, parce que par exemple, vous savez que Jupiter, on connaît Saturne avec ses anneaux, et bien Uranus a aussi des anneaux, Neptune a aussi des anneaux, hein, et puis même, voilà, et Jupiter, elle a des lunes. Voilà. Et alors, qu'est-ce que c'est que tous les anneaux? Eh bien, c'est lorsque les lunes sont atomisées, je dirais, en poussière, tellement que finalement la gravité les a, donc on en discutera, les a explosées tout autour. En fait, c'est des microscopiques milliards de lunes ou de poussière de lune autour des planètes et qui tout doucement laissent cette trace dans le ciel. Et vous voyez, cette connaissance-là, on ne l'avait pas chez les Grecs, on ne l'avait pas chez les, bien entendu, chez les Égyptiens. Hein. Alors chez les Grecs, quand même, il faut savoir que bien sûr, on racontait toutes ces histoires dont je vous parlais, la mythologie, mais on commençait tout doucement à se poser aussi des questions tout à fait pragmatiques, des questions tout à fait réelles sur finalement quelle est la nature de l'univers. Alors par exemple, il y avait des gens comme qui pensaient un peu science dans l'histoire, pas juste belles histoires. Par exemple, il y avait trois Gugus, ces trois-là. Le premier, Thalès, oups là, revient là, oh, excusez-moi, je recommence. Bon, ça fait en direct. Sans moi la concerne. Donc, le premier, environ en moins 600 avant Jésus-Christ, c'est Thalès, je vous propose. Alors oui, Thalès, c'est celui qui a fait le triangle. Oui, le théorème de Thalès. Oui, oui, le théorème de Thalès. Mais bien sûr, vous savez, c'est celui qui dit, en fait, quand on a un triangle qui est comme ça, et puis quand on a un deuxième triangle qui est là, eh bien la longueur là, divisée par la longueur là, c'est comme la longueur là, qui est divisée par la longueur là, comme la petite sur la grande, parce qu'à condition que les deux droites qui sont là soient parallèles. Et il nous dit ça aussi comme ça, tchac, si j'ai deux droites qui sont en fait parallèles ici, eh bien, pareil, celle-là et celle-là, eh bien, j'ai les mêmes rapports, en fait, des choses. Oui, c'est lui. Alors, lui, il a causé. Il y a Pythagore à côté, décidément, on ne s'en sort plus, hein, parce que c'est la personne qui a fait le théorème de Pythagore, vous savez, quand il dit en fait que le côté là au carré, plus le côté là au carré, c'est égal au côté là au carré. Ouais, c'est lui aussi. Ouais, comme quoi, hein, on les retrouve tous. Alors, bon, grosso modo, hein, il faut bien comprendre. Thalès, c'est moins 600 avant Jésus-Christ, on prend comme repère, hein, on dit en moins 600, pardon. 600 avant Jésus-Christ ou moins 600. La même chose pour Pythagore, moins 500. Et puis un autre, c'est Platon, moins 400. Alors je simplifie, hein, je mets 0, 0, mais bien sûr, c'est pas moins 600, 0, 0. Hein, il y a des petits chiffres, mais c'est grosso modo, vous comprenez. Et le premier, notre cher Thalès, a dit la chose suivante. La Terre est parfaitement plate. Mais si, qui a dit qu'elle était plate. Et qu'il y avait des sphères de... Attendez, il faut s'accrocher hein, quand même. La Terre est complètement plate. Et il y a des espèces de voûtes sur lesquelles il y a les étoiles et les planètes, puis une autre voûte où il y a la Lune, puis une autre voûte où il y a le Soleil. Bon, il avait déjà compris que le Soleil était plus loin que la Lune, ça c'est déjà pas mal, mais il pensait quand même que les étoiles et les planètes étaient, par contre, bien collées près de la Terre. Bon, c'était un peu tordu comme histoire. Mais le tout, attendez, parce que quand même, c'est très fort, c'est-à-dire que tout est plat, mais en fait, le tout est dans des sphères, en fait. Et des sphères concentriques. Alors pourquoi il n'a pas mis la Terre sphérique? Bon, je sais pas, c'est comme ça. Parce qu'on pense, qu'on avait l'impression qu'à notre échelle, que tout était plat. Ah bah oui. Alors du coup, mais le tout est forcément dans des sphères. Et chose intéressante, ces sphères, elles doivent être transparentes, donc elles sont faites forcément en cristal. C'est logique, pour qu'on voit à travers. Enfin voilà, c'était quand même une sacrée idée. Et honnêtement, cette idée-là, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement,
Hein, ça me fait un peu cet effet. Quoi. Je pense que j'ai un peu. Alors, bien entendu que cette idée-là, on a passé très peu de temps avant de dire oh, blablabla. Bla, bla, bla. Hein, bah oui, il faut être honnête. Même s'il y a des gens qui pensent encore que la Terre est plate, hein, mais ça, c'est une autre histoire. Ah bah oui, je sais pas, ça revient. Comme quoi, tu avais ça des gens qui aiment bien. Voilà. Alors, les deux autres, que ce soit Pythagore, que ce soit après Platon, ils ont dit non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Comment ça? Ben, en fait, on laisse tomber Thalès et la Terre, en fait, est parfaitement sphérique. D'ailleurs, c'est bien parce que la sphère, c'est parfait, c'est symétrique, c'est très bien. Alors maintenant, vous allez me dire, bah, c'est chouette, c'est la théorie qu'on a maintenant. Alors, elle n'est pas tout à fait sphérique, hein, quand même, on pourra en discuter. C'est un peu une grosse patate, enfin bon, une jolie patate quand même. Hein. Et puis à l'époque, ben, vous voyez, on avait la partie européenne, et puis le reste, en gros, c'était des espèces de petits blocs, parce qu'en fait, ils connaissaient que ça, mais pas tellement voyagé partout. Hein, donc voilà. Et donc, cette théorie, elle est beaucoup plus. Elle fait la fête, hein, quand même, on se dit, c'est quand même pas mal du tout. Alors, et ça donne à peu près notre vision qu'on a actuelle. Donc, on était assez contents dans l'ensemble. D'autant plus qu'on a une preuve. Ah bah oui, parce qu'ils n'ont pas dit ça comme ça. Hein, ils ont essayé de prouver. Si l'on a la Terre qui est plate, et il y a un moment, quand on regarde une éclipse de lune, on doit voir là. Donc, une éclipse de lune, j'explique. Le Soleil qui est ici, voilà. Hein. On a la Terre qui est ici, et on a la Lune qui est là. Donc, il y a un moment où que se passe-t-il en fait? Ici, le Soleil envoie des rayons et on voit que l'ombre de la Terre, ici, se met sur la Lune. Eh ben oui, une éclipse, finalement, dans ce cas-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que la Lune, donc, vous êtes dans la partie sombre de la Terre, donc reprenons les choses. Ça, c'est notre Soleil. Vous êtes sur Terre, donc il y a une partie qui est éclairée par le Soleil, la partie qui est ici, et une partie où il fait nuit. La partie qui fait nuit, il y a la Lune qui se déplace. Et la Lune, si elle change, on le sait, la Lune, elle est ronde. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle a des, comment dire, différentes formes? C'est parce qu'elle est plus ou moins éclairée par le Soleil. Quand elle est totalement éclairée par le Soleil, donc nous, si on la voit totalement éclairée, il faut qu'on la regarde depuis, vous voyez, elle est éclairée comme ça. Donc, si je la regarde depuis là, je vois tout ça qui est éclairé et l'autre partie qui est dans l'ombre. Très bien. Mais seulement quand j'ai une éclipse, comme je suis ici, eh bien, en fait, j'ai une éclipse. Ça veut dire qu'à un moment, j'ai l'ombre de la Terre qui fait ça. Et à un moment où la Lune, elle peut se placer ici. Et elle sera donc dans l'ombre, et l'ombre de la Terre. OK? Et donc, qu'est-ce qui devrait se passer si la Terre est plate? Ben, il y a un moment où l'ombre de la Lune, de la Terre sur la Lune, devrait ressembler à ça. Or, ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qu'on observe, en fait, c'est ici, tac, 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 pardon, quelque chose de plus ou moins sphérique. Alors, on le voit mieux ici, quand il y a l'éclipse. Voilà, on voit en fait à différents moments, quand elle rentre et quand elle sort de cette ombre de la Terre, on voit effectivement que c'est bien la preuve qu'on a quelque chose de sphérique. Alors, bien sûr, vous allez me dire, mais si le disque est dans l'autre sens, etc. Non, alors, la Lune, elle bouge. Donc, il y a bien un moment où elle se mettra du mauvais côté par rapport à la Terre et on devrait voir quelque chose de plat, en tout cas, ou pas. D'accord? Bon, maintenant, grâce à cette idée, grâce à cette preuve, grâce à l'idée d'avoir une Terre sphérique, on a pu faire quelque chose de fou, mais vraiment de fou à l'époque des Grecs. On a pu faire, grâce à ce monsieur qui s'appelait Ératosthène, on a pu mesurer, donc là on est en moins 276 à peu près, on a pu mesurer le rayon de la Terre, c'est-à-dire en fait on a pu connaître en fait la distance, alors le rayon mais même le diamètre, hein, c'est-à-dire qu'en fait on a pu connaître la distance ici de la Terre. C'est-à-dire que si je prends une orange et je la coupe en deux, eh bien c'est connaître la distance ici d'un point à l'autre ici. Ça c'est fou qu'on ait pu faire ça. Et vous savez avec quoi on l'a fait? Avec un morceau de bois. Et oui, qu'on appelle un gnomon. Un gnomon. Un gnomon. Alors, un gnomon, c'est simplement une règle en bois. Et puis, on a placé ce gnomon à cet endroit-là. Et puis, quand le soleil donc est ici, donne ses rayons, et on avait vu qu'à midi, pile, à Sienne, une petite ville comme ça, voilà, que connaissait Ératosthène, eh bien, il y avait un puits. Et dans ce puits, on voyait le soleil s'y réfléchir parfaitement. Et il n'y avait pas d'ombre à cet endroit-là. On est à midi. Quand vous êtes à midi,
Le soleil, en fait, vous voyez, il tape comme ça. Et donc, si je mets un bâton comme ça, eh bien, en fait, il n'y a pas d'ombre. Ça veut dire qu'en fait, les rayons tombent directement au fond du puits. Donc, on peut imaginer que s'ils continuent, les rayons, ils vont jusqu'au centre de la Terre. Et puis, de l'autre côté, à Alexandrie, qui est une autre ville ici, eh bien, au même moment, c'est là que c'était difficile, au même moment, on peut mesurer une ombre. Alors, à Sienne, il n'y a pas d'ombre, et à Alexandrie, au même moment, il y a une ombre. On mesure. Alors, excusez-moi, mon bâton, il n'était pas. J'étais décidé. Oh, excusez-moi. Mon bâton, il est là. Voilà. Oh là là, excusez-moi. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai la projection de mon bâton ici, et donc l'ombre, c'est ça. Voilà. Au même moment, quand je mets mon bâton sur la terre, eh bien, je vois une ombre de mon bâton. Donc, il y a un endroit où, quand je mets mon bâton sur la terre, donc redessinons mon bâton en vert, à cet endroit-là, il n'y a pas d'ombre. Voilà. Et puis, quand je me déplace ici, il y a une ombre. Si je me déplace, par exemple, ici, bien sûr, il y aura encore une ombre beaucoup plus grande. D'accord? Voilà. Donc, plus je me déplace, plus j'ai de l'ombre. Et donc, il y a un endroit où il n'y a pas d'ombre. Et donc, la distance ici, on la connaissait. La longueur de l'ombre, on pouvait la mesurer. Et en faisant un petit calcul, en fait, quand on divise la longueur de l'ombre par la hauteur en fait, du bâton, eh bien, on peut avoir l'angle, trouver l'angle qui est là. Et l'angle qui est là, c'est le même que l'angle qu'il y a au niveau de la Terre ici. Et comme on connaît cette distance qui est là, eh bien, on peut finalement connaître la distance là. Et ça, c'est juste magique. Ça veut dire qu'en fait, il a réussi à mesurer cette distance. Et si je la multiplie par 2, je peux trouver ici tout le rayon, en tout cas le diamètre ici de la Terre. Et il l'a trouvé avec une précision remarquable pour cette époque, juste avec un morceau de bois. Vous voyez, c'est ça qui est fou. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on utilise des ordinateurs super puissants, etc. Eh bien, avec un simple morceau de bois, on peut faire des choses encore plus dingues. Voilà. Mais allons plus loin. Parce que malheureusement, avec tout ça, on a commencé à se poser plein de questions et donc on commençait à avoir des réponses. Donc on pourrait se dire, c'est bon, la science, elle va y aller, on va aller à fond, on va comprendre plein de choses et tout. Mais non. Ah ben non, parce qu'ils ont écrit en grec. Et nous, en Europe, par exemple, le problème, c'est que les écrits en grec, ben, on les a pas traduits. Ah ben non, on a récupéré que les traductions romaines et les Romains s'en fichaient un petit peu de l'espace. Et donc, du coup, ben, on a récupéré les vieux trucs qui ont été traduits par les Grecs, mais encore avant, où on croyait des choses un peu tordues avec les voûtes célestes, etc., etc., et des choses des Égyptiens, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, on est reparti en arrière en Europe, alors que les Grecs qui avaient traduit ça, ben, c'est parti plutôt du côté du Moyen-Orient, donc ça a été traduit en arabe. Et donc, à l'époque où au Moyen-Orient, les gens qui parlaient arabe ben, étaient capables de comprendre parfaitement le ciel, eh bien, nous, en Europe, on avait cette vision-là. Oui, la Terre est plate, c'est reparti. Et on a des voûtes sur lesquelles les étoiles, et cette fois-ci, on avait même rajouté, hop là, la Lune, le Soleil, tout le monde au même endroit de la voûte. Et puis, on a rajouté de l'eau en haut. Allez savoir pourquoi. C'était la eau d'en haut, c'était les eaux d'en haut, et puis il y avait les eaux du bas. Et puis comme ça, on pouvait raconter que dans les eaux d'en bas, bah, finalement, les morts, ils étaient sous terre, et puis tout un tas de trucs. Et voici une vision biblique de l'univers du Moyen-Âge qu'on s'est trimballé tout le temps. Ah ben oui, on s'est trimballé pendant un bon moment, jusqu'au moment où on est sorti du Moyen-Âge en Europe, c'est-à-dire quand on arrive à la Renaissance. Parce que jusque-là, c'était reparti pour de la consternation, du mensonge, des bouches qui étaient obligées de se fermer pour ne pas aller contre la religion qui disait que ça devait être comme ça que le monde a été créé, parce qu'apparemment dans les Écritures, c'est comme ça qu'on nous disait il y a très 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 longtemps, donc ça doit être vrai. Et croyez-moi, ça a fait douter bon nombre de gens. Mais comme ils avaient la bouche bien fermée, ils avaient peur de devoir l'ouvrir. Mais fort heureusement, là, à un moment, la curiosité de la Renaissance a fait de la place. Donc, on a commencé à regarder au-delà de la voûte céleste, comprendre les mécanismes de ce qu'il y avait derrière. Et ça a tout changé. Enfin, oui, grâce à qui? Ça a permis de mettre un peu plus de science dans tout cela. On a eu un monsieur qui s'appelait Copernic, un autre qui s'appelait Galilée, et ces deux-là ont essayé de faire changer le monde. Ah bah rien, par exemple, que de dire que le Soleil est le centre de notre système planétaire, c'était déjà une révolution. Ah ben oui,
parce qu'on pensait que c'était la Terre qui était au milieu. Et ça, c'était pas pratique du tout, parce que ça expliquait pas du tout le mouvement facile des planètes, et ça nécessitait de faire des tonnes de calculs compliqués pour justifier pourquoi c'est la Terre qui devait être au milieu. Or, dans les Saintes Écritures, on disait non, non, c'est la Terre qui est au milieu, je vous dis. Ah bon, bah alors du coup, on essayait de bidouiller. Alors pour cela, Copernic qui a commencé en fait à faire ça, c'était un Polonais, voilà, qui finalement a réussi à faire passer l'idée que c'est peut-être le Soleil qui est au centre. Alors comment il a fait? En fait, il a parlé et il a dit à la fin, vous voyez, qu'il nous fait un petit clin d'œil, eh bien en fait, ça devrait bien se passer. Parce qu'en fait, bien sûr que la Terre est au milieu de l'univers, parce que c'est Dieu qui a créé tout ça et tout ça. Mais moi, j'ai décidé de mettre le Soleil, mais attention, c'est pas vrai. C'est juste pour des calculs. Et ça simplifie énormément les calculs, et donc tout va bien. Alors bon, je vais vous dire que les religieux n'ont pas trop aimé ça, hein, ça c'est vrai. Et alors ils lui ont mis une petite mise à pied et tout ça, mais comme il a dit que c'était juste c'était une erreur, parce qu'il était nul et qu'il n'arrivait pas bien à calculer, etc. Donc on l'a toléré pendant un petit moment et il a pu vivre tranquillement. Et tout le monde a fait wouhou, yeah, c'est génial, ça marche, on a réussi, youpi, youpi, youpi. Et même Galilée était content, hein. Il souriait puisqu'il est né bien sûr après, et il s'est dit, bah, moi je peux donc dire ça, je pars de cette idée-là et je dis, mais en fait c'est pas juste un problème de calcul, c'est vrai. C'est vrai. Et moi, je suis sûr que c'est comme ça, etc. Et lui, il a parlé un peu trop vite, hein, parce qu'une fois qu'il n'y avait plus l'excuse de Copernic, finalement, eh bien, la religion est venue près de Galilée, a fait vous êtes sûr de votre truc je ne sais pas. Et on lui a fait un procès. Et on a dit ah ben, attendez, il ne faut pas rigoler avec ça. Hein. Non, 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 non. La Terre, elle ne tourne pas autour du Soleil. C'est bien l'inverse. Et à la fin de sa vie, même sur son lit de mort, on dit qu'en fait, il se serait dit, mais pourtant, elle tourne. Et alors que juste avant, il a été obligé de dire, ah, pardon, j'avais pas vu, non, bah non, 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 excusez-moi. Voilà, c'est ça qui est terrible. Alors du coup, nous voici repartis, vous voyez, une fois d'un côté, une fois de l'autre, une fois d'un côté, une fois de l'autre, une fois d'un côté, une fois de l'autre. Et à force d'essayer, essayer, et réessayer, il y a bien un moment où ça finira par passer. Oui, youpi, on y arrive. Un jour, on va pouvoir enfin se réjouir que la science va pouvoir expliquer le monde plutôt que de croire des choses qui ont été écrites par des gens qui parlaient au départ de mythologie. Alors, c'est là qu'arrive tout doucement l'espace scientifique. On a une vision pragmatique, logique de ce qui se passe. Et un homme a réussi à faire ça. Au départ, en disant oui, bah, c'est parce qu'en fait, j'essaie de comprendre comment Dieu a créé le monde et je vous l'explique de manière scientifique. Et qu'est-ce qu'il est beau de la manière dont Dieu l'a créé. Et donc, ça a permis, en tout cas, les explications. Voilà. Et c'était une bonne nouvelle parce que ça a permis, en tout cas, nous en Europe, de convaincre qu'on devait peut-être regarder les observations du ciel aussi. Et ce monsieur, c'était Isaac Newton. Isaac Newton, qui était un Anglais, et qui a dit la chaussure. Il faut imaginer ce Newton quand même. Et Isaac Newton quand même qui a écrit cette merveilleuse théorie de la gravitation universelle. Eh bien, lorsqu'il était confiné, eh oui. Alors, c'était pas le Covid, non, c'était pas le Covid. C'était en fait tout simplement la peste bubonique, l'affreuse peste noire de Londres. Alors, il faut bien imaginer, à l'époque, tous les étudiants, on les a renvoyés. Il était à la campagne chez lui, il s'ennuyait sans souffleur, et comme il s'ennuyait, eh bien, il s'enfermait dans sa chambre à écrire, et quand il sortait, eh bien, il allait se reposer un petit peu au frais, sous des arbres et tout ça. Et on raconte, bien sûr, les gens, on ne sait pas jusqu'où, eh bien, que Newton était assis sous un pommier, et que finalement, en voyant une pomme tomber, il s'est dit « Oh, mais c'est génial, j'ai compris un truc super. J'ai compris que les pommes tombent sur la terre. » Alors, il faut quand même imaginer quand même un type qui est étudiant, qui va à la campagne, discuter avec des paysans en disant « Oh, mais les pommes tombent sur la terre !» Eh bien, les paysans lui ont dit « Bah, ça, bien sûr, on sait que les pommes, elles tombent pas la terre, ça fait longtemps qu'on les ramasse. » Et donc, lui, il fait « Yeah, oui, mais c'est pas le problème, les pommes, elles tombent sur la terre. Mais il faut savoir que la terre tombe aussi sur la pomme. » Ça, c'est pas si simple à comprendre. Hein. Ça veut dire qu'en fait, la terre, elle attire la pomme. Mais en réalité, la pomme attire aussi la terre.
Et c'est ça qui était révolutionnaire. Alors ça, quand il l'a dit aux paysans, les paysans ont dû dire « Oh, le gaillard, il a dû prendre une pomme sur la tête, j'ai rien compris ce qu'il a compté. » Eh bien oui, et ce qu'il voulait dire, c'est que les forces sont réciproques. Le soleil attire la terre attire le soleil. Et ça s'exporte partout dans l'univers, si c'est vrai. Sur Terre, c'est vrai partout. Voilà ce qu'il a dit. Et ici, pour l'instant, ça ne s'est pas démontré autrement. Cette loi est vraiment universelle et c'est ça qui est extraordinaire. Et encore une fois, c'est une loi qui a été faite depuis un canapé. Et ça, ou depuis quelqu'un qui était assis tranquillement, regardez des pommes tomber. Je veux dire, au départ, c'est quand même juste génial. Bon, il a fallu qu'il fasse beaucoup de maths derrière. On est d'accord, mais quand même. Une autre chose, c'est de se rendre compte qu'un peu plus tard, eh bien, quelqu'un qui, comme Newton, comme Galilée, fabriquait des télescopes, ah oui, parce que les trois là adoraient faire des télescopes, eh bien, ce monsieur s'appelait Friedrich Wilhelm Herschel, et c'était un musicien, et il passait tout son temps libre à polir des miroirs. Il passait avec sa sœur, il polissait des miroirs, il fabriquait des télescopes, etc. Et en regardant avec un bon télescope, grâce à l'amélioration et grâce à la loi que Newton avait commencé à écrire, comme quoi dans l'univers, toutes ces choses bougent, etc., il a commencé à se dire, bah alors finalement, il y a peut-être d'autres choses dans le ciel qu'on peut peut-être détecter comme des planètes. Parce que comment on détecte une planète au loin? C'est pas simple à comprendre comme histoire. Ça brille comme une étoile. Alors vous allez dire, bah, c'est comme la Lune, peut-être qu'elle a les phases qui changent, etc. Oui, mais quand elles sont loin, c'est pas simple à voir. Eh bien, ce qu'on avait remarqué, c'est que les étoiles restent à peu près fixes dans le ciel, mais les planètes, elles, par contre, eh bien, on les voit bouger. Si en tout cas, c'est des planètes du système solaire, on les voit bouger plus vite, puisqu'elles sont moins loin, et donc on les voit plus facilement bouger. Et c'est comme ça qu'on avait identifié plein de choses. On avait identifié les planètes de base. Ah oui, je ne vous ai pas dit comment je me rappelle le nom des planètes. Je vous ai dit tout à l'heure, en fait, que c'est, j'ai une petite idée pour le faire. C'est, en fait, je fais regardez une phrase, mon voisin très malin a justement squatté une nouvelle planète. Hein, pourquoi? Comme ça, j'ai des astéroïdes au milieu et tout ça. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, à l'époque d'Herschel, connaissait les planètes jusqu'à Saturne. Saturne, c'est Galilée qui a décrit les anneaux et tout ça, mais on ne connaissait pas Uranus, encore moins Neptune et encore moins Pluton. Ça veut dire qu'en fait, les musiciens disaient qu'il y avait une, deux, trois, quatre, ici, cinq, six planètes. Bon, d'accord, enfin, les physiciens disaient ça. Et lui, c'était un musicien, et donc il savait que tous les sept, il va y avoir bientôt une octave. Donc il se disait, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un truc en plus? Et il a trouvé la septième planète, et ça, c'est juste magique pour un musicien qui a fait une petite octave et tout ça. Et il l'a appelé Uranus, en souvenir d'Uranos. Et comment il a fait ça? Alors, cette planète qui était là, elle avait été quand même détectée comme une étoile. Je pensais que c'était une étoile qui bougeait un peu, pas comme les autres. Et lui, comme il avait un meilleur télescope que les autres, il a pu détecter que c'était une planète. Parce que ce n'est pas quelque chose qui se voit à l'œil nu, Uranus, c'est quelque chose qui se voit avec un bon télescope. Alors, Galilée en avait à peu près un mauvais, mais il a réussi à faire quelque chose. Newton en avait un peu meilleur, mais il s'en fichait de regarder les choses dans le ciel, il préférait calculer. Et Herschel a eu l'idée, en fait, de finalement bien regarder, avoir un bon télescope et identifier Uranus. Et ça, c'est juste incroyable, parce que depuis que l'homme de Cro-Magnon avait regardé le ciel et identifié les autres planètes, eh bien, c'est la première planète qu'on découvre grâce à un instrument, finalement, de mesure perfectionnée. C'est-à-dire que depuis la préhistoire, on n'avait pas découvert une autre planète. Zut, à la fin. C'est génial. Alors du coup, c'est parti. Tout le monde s'emboîte le pas en disant « Ouais, si c'est ça, on va en trouver d'autres. » Et mieux que ça, Joseph Le Verrier, il s'appelle Urbain Joseph, Jean-Joseph Le Verrier, c'est un Français, et du coup, ce monsieur-là, il a eu l'idée de faire des calculs pour trouver une planète. Comment? Ben oui, on s'était rendu compte que Uranus avait un comportement un peu bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, elle tournait autour du Soleil, mais d'après les calculs de Newton, elle ne devrait pas se trouver exactement où elle se trouve. C'est quand même bizarre. Et on ne pouvait pas le savoir avant, puisque Newton avait fait les calculs, mais Herschel n'avait pas trouvé la planète. Maintenant que Herschel a trouvé la planète, eh bien, Le Verrier peut faire les calculs. Et quand on fait les calculs, on se rend compte qu'on peut dire que normalement, il faudrait qu'il y ait quelque chose en plus dans le ciel. Et que cette chose qui est en plus dans le ciel devrait avoir une masse à peu près de telle chose et devrait se trouver exactement à cet endroit-là. Et là, c'est juste extraordinaire. Il faut imaginer les choses.
il pointe le doigt dans le ciel, enfin j'exagère, mais voilà ce qu'on peut imaginer, il pointe et il dit ça doit être là, et les gens pointent le télescope et bing, on trouve une planète. C'est quand même fou. C'est quelqu'un qui a calculé, et en calculant, il a découvert une planète. Et ça, c'est magique. Du coup, tout le monde s'est dit, c'est vraiment merveilleux, la science. Du coup, on a fait la même chose. Parce qu'en fait, il y avait un autre petit problème. C'était Mercure. Oui, parce que je vous l'ai dit, Mercure, on la connaît depuis un petit moment, mais quand on fait les calculs, le problème, c'est que ça ne marche pas très bien non plus pour Mercure, les calculs de Newton. Alors, Newton avait fait les calculs et avait dit, Mercure, ça ne marche pas bien. Oui, mais d'accord, mais quoi? Alors, Le Verrier, lui, il a dit, hop. J'ai réussi à trouver une nouvelle planète qui s'appelle, après Uranus, que je vais appeler Neptune. Et bien maintenant, je vais trouver une autre planète que je vais donner, à qui je vais donner un nom de Dieu, je vais l'appeler Vulcain, parce qu'elle est près du Soleil. Et il a fait le calcul, quelle masse elle devait avoir, à quel endroit elle devait être, et il a levé le doigt au ciel, et il a dit, là, il y a une autre planète qui s'appelle Vulcain. Tout le monde a regardé. Tout le monde a regardé. Tout le monde a regardé, et tout le monde n'a pas cessé de regarder. Et on n'a jamais trouvé Vulcain. Et Vulcain, bien entendu, n'existe pas. Alors, Le Verrier, c'était la misère intégrale. On s'est dit, youpi au départ, il doit forcément y avoir Vulcain entre le Soleil et Mercure, mais en réalité, sa thèse s'est complètement effritée. Il est mort sans que l'on puisse détecter Vulcain. Alors, pendant des années, on s'est dit, alors c'est quoi le problème? Quel est le souci? On n'arrive pas à expliquer ce truc. Jusqu'au jour où quelqu'un d'autre est arrivé et a expliqué les choses par la science. Et cette personne, c'est qui? Je vous le demande. Quelqu'un que vous connaissez? Vous n'avez pas trouvé? C'est normal parce que personne ne le sait quasiment, mais c'est lui, Albert Einstein, le petit papy avec la langue bien tirée que vous voyez devant vous. Eh bien oui, il a eu quelque chose d'extraordinaire. Alors bien sûr, il ne l'a pas fait en 2 secondes, son histoire, mais Albert Einstein a pensé à expliquer l'univers et surtout la gravitation en termes de ce qu'on appelle déformation de l'espace et du temps. Vous voyez que lorsque vous prenez ici, alors ça c'est une expérience que vous pouvez faire pour expliquer la gravitation, pour comprendre pourquoi les choses sont attirées les unes par les autres. Ça, on ne comprend pas. On dit souvent c'est attiré comme un aimant. C'est faux, parce que les aimants, si vous prenez 2 aimants par exemple, il y a un endroit où ils s'attirent, l'autre endroit où ils se repoussent. Donc s'il y avait la gravitation, il y a un endroit où elle repoussait, on irait là pour envoyer des fusées. On met une fusée à l'endroit où ça repousse et elle part dans l'espace. Ah oui, l'attraction, elle est toujours attractive. La gravitation est toujours attractive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pour comprendre, il faut tirer un drap. Vous tendez un drap et puis vous placez des petites billes là-dedans. Et vous allez voir une chose, c'est que bien sûr, la bille, si elle est lourde, elle va déformer le drap. Les planètes autour de nous déforment l'espace et le temps autour d'elles, un peu comme cette sphère déforme et si mon drap. Et quand une autre sphère va autour, en fait, elle est attirée. Et elle doit tourner autour de finalement cette boule pour ne pas s'écraser au fond. Et finalement, ça vous explique et la gravitation et le mouvement des planètes, cette histoire. Eh bien oui, normalement, si vous aviez en fait quelque chose ici qui se déplaçait sur cette toile, vous voyez, au départ, ça veut aller en ligne droite, mais comme il y a ici cette bille qui est là, ça va finir par s'écraser ici. Et une fois que c'est en bas, c'est difficile de remonter ici. Hein. Et donc, on voit comment, effectivement, la gravitation fonctionne. C'est la relativité générale. Et donc, ce qu'a expliqué Einstein, qui a un rapport avec Mercure et tout ça, il a expliqué que Mercure est trop proche du Soleil et que le Soleil, en lui-même, déforme la lumière qui s'échappe du Soleil pour aller jusqu'à nos yeux, pour aller vers Mercure. Et donc, ça veut dire qu'en fait, l'image de Mercure, elle est déformée, en gros, elle est déviée. Quand nous, on la voit, en fait, on croit qu'elle est là, alors qu'elle est là. Et donc, si on fait ces calculs correctement, on devrait rajouter un petit coefficient correctif du fait que le Soleil a un gros popotin et qui déforme l'espace et le temps autour de lui, un peu comme vous déformez votre canapé quand vous êtes assis dedans. Voilà. Et que la lumière, c'est comme les chips que vous avez, que vous mangez dans votre canapé, elles finissent par s'écraser au fur et à mesure, un peu plus sous vos fesses, et donc elles ne suivent pas le chemin qu'il faudrait qui est votre bouche. Et donc, du coup, forcément, notre planète n'est pas au bon endroit.
Et ça, donc, c'est intéressant de comprendre. Et c'est grâce à cette innovation qu'on a compris des choses folles. Puisque si l'univers se déforme, plus on met quelque chose de lourd dedans, plus ça va tomber au fond, et plus finalement, ça fait une déformation importante. Et donc, on a ici, selon la forme de l'étoile, la taille de l'étoile, on peut avoir des étoiles plus ou moins denses et qui déforment autour d'elle. Ça, c'est notre Soleil. Ça, c'est ce qu'on appelle une naine blanche. Ça, c'est une étoile à neutrons. Et ça, c'est ce qu'on appellerait un trou noir. Vous avez déjà entendu parler des trous noirs. On les imagine comme des énormes aspirateurs. Mais ce n'est pas vrai, ils aspirent rien du tout. Ils sont juste qu'en fait, lorsque vous êtes ici avec n'importe quel objet, il va rouler jusqu'ici. Si vous êtes ici, voilà, ça va tomber encore plus vite. Si vous êtes ici, voilà, ça tombe encore plus vite. Et si vous êtes ici, vous tombez tellement qu'on ne sait même pas si vous allez pouvoir ressortir de là. Et c'est pour ça que ça s'appelle un trou noir. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est tellement attractif au niveau de la gravitation. C'est-à-dire que la gravitation, c'est la force qui nous fait tenir sur la Terre. C'est ce qui permet que toutes les choses, quand vous lancez quelque chose, ça finit par s'écraser sur la Terre. Eh bien, c'est la même chose ici. C'est tellement intense que même la lumière ne s'en échappe pas. Jusqu'à présent, la lumière a toujours le droit de ressortir. Elle met peut-être du temps à ressortir, mais elle ressort. Dans un trou noir, elle n'arrive même plus à ressortir. C'est pour ça qu'on appelle ça un trou noir. Alors un trou noir, on va voir qu'il n'est pas si noir que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la théorie d'Einstein n'aurait pas pu non plus avoir d'impact sur l'espace si on ne parlait pas d'un autre phénomène qu'on appelle l'expansion de l'univers. L'univers a fait un Big Bang, comme on dit. Et bien ça aussi, ça s'explique en termes des théories d'Einstein, et ça, c'est aussi l'espace. Alors Einstein n'y croyait pas que l'espace aurait pu faire un Big Bang. La personne qui a cru, c'est la personne que vous voyez devant vous. Et cette personne, on peut s'en enorgueillir quand même, était belge. Ah bah oui, ah bah dis donc, quand même, il faut le dire. C'est qui? Eh bien, c'est le maître. L'Université catholique de Louvain, l'UCL, bien sûr, nos amis le savent. Le maître, allez, Messi, bien sûr. Alors, allez faire un tour pour comprendre sur les traces de Lemaître. C'est quelqu'un qui a insisté sur le fait que l'espace a certainement subi un Big Bang. Et ça, c'est incroyable. Ça veut dire quoi? J'ai fait un Big Bang avec Lemaître, zut. C'est-à-dire que l'univers, en fait, est un petit peu comme ça. Alors là, j'ai fait qu'un Big Bang en faisant une inflation. Donc, il peut avoir le ballon qui gonfle. Voilà. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire certainement que l'univers, on s'en est rendu compte d'une chose toute bête, en fait, si vous voulez. C'est que les galaxies, en fait, elles ont tendance à s'éloigner les unes des autres. Les étoiles, entre elles, les paquets d'étoiles entre elles, entre eux, ont tendance à s'éloigner les uns des autres. S'ils s'éloignaient, ça veut dire qu'au départ, là, faisons les choses, avant c'était là, maintenant c'est là. Celui qui était là, maintenant est là. Donc après, il est là, et l'autre est là. Donc si ça fait comme ça en fonction du temps, ça veut dire que si je remonte le temps, il y a un moment où tout ce beau monde était au même endroit. Et donc si tout le monde était au même endroit, eh bien ça veut dire qu'il y a eu une expansion, comme un ballon qu'on gonfle. Si vous dessinez sur un ballon, tiens, expérience à faire. Vous dessinez sur un ballon des petites étoiles. Quand le ballon gonfle, les étoiles ne restent pas comme je les ai faites ici, elles suivent le ballon. Donc au départ, redessinons mon ballon peut-être correctement. Voilà, mon ballon est comme ça, je dessine 3 étoiles, je gonfle mon ballon ici, et cette fois-ci, mes 3 étoiles sont beaucoup plus éloignées les unes des autres. C'est donc qu'il y a eu un mouvement comme ceci, dans toutes les directions à cause de l'expansion de l'air dans mon ballon. C'est la même chose avec le Big Bang. Il y a bien un moment où tout était certainement réuni. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Ça veut dire qu'en fait, on se rend compte que quand on remonte le temps, eh bien, l'univers était de plus en plus petit. Et on voit que surtout, eh bien, toutes les choses qui composent la matière étaient réunies. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait en discuter très longtemps, mais on n'a pas beaucoup de temps, c'est ça. En fait, on sait que tout ce qui est autour de nous est fait de matière. Les matières, c'est ce qu'on appelle des molécules, des petits grains de matière tout petits, tellement petits qu'il faudrait prendre l'épaisseur d'un cheveu, l'agrandir jusqu'à la hauteur du mont Everest pour voir un truc qui fait 1 ou 2 centimètres. Eh bien, figurez-vous qu'au fur et à mesure, ces molécules, elles peuvent se casser, devenir des atomes. Les atomes, on peut encore avoir des constituants de ces atomes. Eh bien, au fur et à mesure que l'univers était plus petit, eh bien, il était certainement une concentration de tous ces éléments qui constituent la matière.
Et donc, au fur et à mesure, on avait effectivement ces choses. Alors, on pourra en discuter pendant des heures, mais c'est fascinant. Hein, mais bon, on ne peut pas le faire non plus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Puis il est bientôt l'heure de s'arrêter. Oh, quelle oreille, bon, dépêchons-nous. Donc, notre Big Bang nous montre bien qu'il y a certainement un moment où l'univers était plus concentré. S'il était plus concentré, il était plus chaud. Bah oui, parce que les petits grains de matière, quand il fait froid, ils ressemblent à papy qui traverse la route, alors que quand vous les rapprochez, qu'ils ont la possibilité de se taper l'un contre l'autre, eh bien, ils se réchauffent. Eh oui, ça ressemble à des enfants qu'on met dans le métro et on dit le premier qui arrive à la caisse, qu'on met, pardon, pas dans le métro, dans un grand magasin, et on le dit, on dit le premier qui arrive à la caisse a le droit d'acheter tout ce qu'il veut. Ben, forcément, ça fait le bazar. Donc, on imagine effectivement cette agitation de tous les côtés, etc. Et donc, il y a bien un moment où cette agitation était tellement grande que ça s'est propagé et que ça a créé tout ce que l'on peut imaginer. Et ça, c'est fantastique parce que ça veut dire qu'il y a un début à l'univers. Et donc là, même les gens de la religion, ils sont de nouveau contents. Vous voyez, il y a un sens pour tout le monde, même si scientifiquement, ce n'est pas le but de la science de répondre à la question de la religion, bien sûr. Alors on commence à comprendre qu'après, si on pousse plus loin cette histoire, on commence à voir des éléments dans le ciel qui sont encore plus fascinants. Les trous noirs, en fait, on se rend compte qu'ils ne sont pas noirs. Ils peuvent émettre quand même de la lumière. Alors vous allez dire, mais je croyais que la lumière, elle ne pouvait pas sortir. Oui, alors c'est un type ici qui a passé sa vie à étudier les trous noirs, qui s'appelle Stephen Hawking. Il s'appelait, parce qu'il n'est plus là, le pauvre, mais qui a montré qu'en fait, eh bien, il y a des particules qui se combinent à d'autres, particules, antiparticules, particules, antiparticules. Quand les deux se combinent, chtang, chtang, ça fait un tchac, puis elles ressortent. Je vais essayer de le faire tchac, 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 tchac. Et puis une fois, alors, elles se recombinent en rien, puis hop, elles ressortent, elles font des deux particules, antiparticules, paf, elles se recombinent, puis elles refont particules, antiparticules. Et ça, quand ça passe à côté d'un trou noir, il y a une des particules qui peut être absorbée. Et puis l'autre, qu'est-ce qu'elle fait comme elle est toute seule? Elle court. Et celle-là, on peut la détecter. Et donc, on peut voir la lumière qui s'échappe d'un trou noir parce qu'il a mangé la moitié de ce qui est en train de se composer, décomposer, composer, décomposer. Alors, je sais que c'est un peu compliqué à comprendre, hein, surtout en 2 secondes. Et il a mis combien de temps pour comprendre? Il a mis, je ne sais pas combien d'années. Puis alors, l'humanité, combien d'années? Vous n'imaginez pas. Bien sûr qu'on ne peut pas comprendre ça en 2 secondes, mais c'est phénoménal de comprendre ça. Et ça, c'est magique. On peut comprendre aussi, comme par exemple Fred Hoyle, qui a compris des choses aussi fantastiques sur l'univers, de quoi sont faites les étoiles. On s'est rendu compte que les étoiles, en fait, finalement, c'était des énormes centrales nucléaires. Ah bah oui, je suis désolé de vous le dire. Vous qui aimez bien l'énergie solaire, je suis désolé de vous le dire. En l'occurrence, l'énergie, c'est l'énergie nucléaire qu'il y a dans les étoiles. C'est pas moi qui ai choisi, hein, j'y peux rien. Mais alors, ce qui est sûr, c'est que les étoiles, elles explosent. En fait, elles ne brûlent pas. On dit toujours, c'est une boule de feu, mais il n'y a pas d'air dans l'espace. La boule de feu, elle se serait éteinte. Donc, en fait, ce sont des bombes nucléaires qui explosent et qui explosent. Alors, bien sûr, pas des bombes qu'on a fabriquées nous, hein, que la nature a fabriqué. Les éléments chimiques, les petits grains de matière, en fait, se combinent pour en fabriquer d'autres et ça libère une énergie phénoménale. Et les étoiles fabriquent tous les éléments, des briques essentielles qui vont permettre de construire tout ce que l'on a autour de nous, y compris nous-mêmes. Ça veut dire qu'en fait, on est des poussières d'étoiles. Et ça, c'est juste magique. Et puis, vous voyez, il y a des dames aussi, hein, je vous l'ai montré, il y a aussi plein de dames qui ont fait. Donc, par exemple, il y a Madame Jocelyne Bell-Burnell qui a étudié ce qu'on appelle des quasars. Les quasars, c'est des espèces d'étoiles qui émettent en fait des grains de lumière, mais par intermittent. C'est-à-dire qu'elles font puis après rien, et puis rien, puis un peu rien. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est un peu comme des énormes réveils qui feraient tic et tac dans l'univers et avec une régularité extraordinaire. Et elle l'a détecté parce qu'elle étudiait des signaux radio et puis radar. Et puis tout d'un coup, à chaque fois, il y avait un bip qui n'allait pas au bon endroit. C'est pas possible. C'est en train de pulser. Donc, ça s'appelle un pulsar. Ben oui. Et donc, ça, c'est juste incroyable. Et puis, on pourrait discuter de tous ces objets qui sont dans l'espace parce qu'il y en a plein. Et on voit qu'on commence à comprendre de plus en plus de choses. Et puis après, il faut se poser encore la dernière partie de l'espace. Je vais aller très vite parce que je sais qu'il est déjà tard. Mais on va parler de l'espace qu'on peut visiter pour avoir une vision concrète. On peut visiter l'espace. Pendant longtemps, on ne l'a pas visité. L'homme n'a pas visité. On n'a fait que rêver l'espace. Et puis, on a toujours rêvé d'y aller. Puis un jour, on y est allé. Alors ça, c'est incroyable parce que, bien sûr, depuis toujours, on a aimé. Mais un jour, un empereur qui était fasciné par l'idée de poser un pied sur la Lune, en 1200, un empereur Song, chinois, a eu l'idée de mettre des tonnes de poudre à canon sous du bois et mettre sous son trône et d'y mettre le feu.
ça a donné quoi? Comme il était très intéressé pour marcher sur la Lune, il est allé sur la Lune, les mèches se sont allumées, tout explosa et il fut complètement désintégré. C'était en 1200. Malheureusement, on ne l'a jamais revu. Autre point ici, environ 300 ans plus tard, c'est un empereur Ming qui a eu cette idée. C'était l'empereur Wanhu. Et cet empereur Wanhu a eu l'idée aussi de faire mieux, mais je ne sais même pas s'il a eu, il a eu vent que l'autre avait brûlé, hein. Mais il a décidé de faire beaucoup mieux. Donc on a dit, on va prendre cette fois-ci des petites fusées, chacune attachée à une petite baguette. Et ça a fait quelque chose de phénoménal. La chaise a décollé, ça a fait une énorme explosion, puis on l'a cherché partout. Bon, apparemment, il était mort brûlé vif, mais on pense que peut-être qu'il s'y envolait, peut-être pas. En tout cas, on n'est pas au courant, hein. Et puis, même s'il criait là-haut, vu qu'il n'y avait pas d'atmosphère, de toute façon, on ne pouvait pas l'entendre, hein, donc tout va bien. Non, mais c'est pour vous dire, quand même, on a eu toujours l'idée de voyager. Mais bon, de là y arriver, c'est autre chose. Alors, cette aventure, elle continue. Il y a par exemple, il faut attendre, il y a plein d'histoires, hein, mais je vais prendre un exemple plus proche de nous. En 1903, eh bien, en fait, Constantin Tsiolkovitch, j'arrive jamais à le prononcer, je suis désolé, Tsiolkovsky, en fait, a eu l'idée d'essayer de voyager en utilisant justement les lois de Newton. Il a calculé comment on pourrait s'éloigner. Donc, il a fait plein de calculs, plein, pour essayer de voir à quelle vitesse il faut s'échapper, etc., de la Terre, etc. Il a donc donné des pistes intéressantes et il a même dit quelle énergie il faudrait employer. Il a même pensé utiliser de l'hydrogène et de l'oxygène, qui sont ce qui est encore utilisé dans les fusées à l'heure actuelle pour le faire. Il a fait des dessins de fusées, il a essayé de comprendre, et donc ça a donné envie aux gens. Bien sûr, entre deux, il y a eu aussi des poètes, des gens comme Méliès qui ont pensé voyager sur la Lune, etc. Enfin, il y a plein de monde, bien sûr, qui a pensé à tout ça. Mais avant que ça devienne réalité, il s'est passé encore un bout de chemin. Il y a eu, par exemple, Robert Goddard, qui est quelqu'un qui a essayé, donc c'était aux États-Unis, qui a essayé de faire une première fusée, qui a réussi en 1926 à faire une fusée qui a fait 14 mètres, je crois, le voyage. Voilà, mais c'est avec de la poudre et des choses. Ça a échappé à la gravité pendant un petit moment. Et puis un autre Robert, français cette fois-ci, qui a fait aussi des calculs de fusée, toutes ces choses, et ça marchait pas trop mal. Et puis après, on avance encore un petit peu. Il y a des gens qui, donc deux Allemands, Hermann Obert et Werner von Braun, bien sûr, qui ont eu l'idée, donc c'était des Allemands, d'essayer de construire des choses. On arrive après, au bout d'un moment, le régime nazi. Et le régime nazi a donné, finalement, pour la Seconde Guerre mondiale, a donné l'opportunité de fabriquer des fusées, au départ qui étaient des missiles, donc des choses qui permettent d'attaquer les gens, un peu comme des bombes qu'on enverrait, hein, et qui viendraient exploser. Et donc, on a eu l'idée que ces missiles puissent décoller et atterrir à n'importe quel endroit de la planète. Et ça a été un pas si mauvais succès, fort heureusement, c'était à la fin de la guerre, et donc du coup, on n'a pas pu tout à fait voir les résultats, et heureusement, parce que en fait, les Américains sont arrivés et le régime nazi s'est désintégré. Alors du coup, que s'est passé, qu'il passait à cette époque-là? Eh bien, les Américains se sont dit, on va peut-être aspirer, hop là, ces personnes qui ont essayé de comprendre comment ça fonctionne pour nous-mêmes fabriquer les choses. Mais seulement, d'un côté, les Américains ont voulu faire ça, mais d'un autre côté, les Russes aussi. Alors les Russes, qui avaient aussi aidé à ce que la guerre se termine, hein, bien sûr, je ne vais pas donner tous les détails, je suis désolé, hein, c'est très tard, donc je ne vais pas donner plus, eh bien, ont eu l'idée d'avoir leur propre, finalement, ingénieur, dont ce monsieur qui s'appelle Korolev, qui a été aspiré par la Russie. Et autant dire que d'un côté, on a Korolev, de l'autre côté, on a essentiellement Herbert von Braun aux États-Unis, et entre les deux, c'est la guerre. Alors cette fois-ci, non plus la guerre au sens de la vraie guerre, mais ce qu'on a appelé la guerre froide, c'est-à-dire la guerre où finalement les États-Unis et les Russes se sont mangés un petit peu le bout du nez pour savoir qui allait réussir à faire mieux que les autres, toujours mieux pour tout. Alors on a essayé de faire des missiles, des armes, des choses, etc., mais surtout des fusées. Et la question était de savoir qui allait le premier envoyer une fusée avec des gens dans l'espace. Vous voyez que la Semyorka russe, par exemple, de 1957, ou la Redstone américaine de l'autre côté, chacun essayait de faire décoller des fusées, des tonnes de fusées, jusqu'à ce que ça fonctionne. Alors, bien sûr, les Russes ont mis en satellite des petits,
en orbite des petits satellites, des petits objets qui tournent autour de la Terre pour envoyer des informations, en 1957 par exemple. De l'autre côté, les Américains ont réussi une année après à mettre le leur. On a envoyé des animaux dans l'espace, une chienne qui s'appelait Laika pour les Russes, un singe qui s'appelait Ham pour les Américains. Et à chaque fois, c'était savoir est-ce que l'homme va survivre. Vous voyez, alors si les animaux ont survécu, l'homme devrait survivre. Hein, voilà. Alors bien sûr, bon, malheureusement, le chien n'a pas très bien survécu. Ils en ont envoyé d'autres qui a mieux survécu. Et puis après, le singe a survécu correctement. Il a vécu 26 ans. Il est mort tranquillement dans un zoo longtemps après. Mais donc, après, ça a été la course. Une première ronde dans l'espace. Ils ont trouvé finalement, et c'était les Russes qui s'en sont sortis. Après, finalement, les Américains foncent vers la Lune et puis arrivent finalement à arriver sur la Lune et marcher sur la Lune. Et on voit que ça y est, ça fonctionne et tout ça. Et cette fois-ci, on peut tester. On peut même tester sur la Lune, sur la gravitation différente, toutes ces choses. Et c'est même la pesanteur avant d'aller sur la Lune et toutes ces choses. Vous voyez, donc c'est la course folle, on comprend plein de choses et ça, c'est magique. Et puis, vous voyez qu'on a appris plein de choses sur notre planète. On a pu voir un lever de terre, par exemple. Donc, on s'est vu à la distance de la Lune. On s'est vu aussi avec des sondes comme Voyager, par exemple, qui sont des petites sondes qui ont été envoyées dans l'espace. Et vous voyez qu'en fait, Voyager s'est baladé dans tout le système solaire, donc a visité toutes les autres planètes. Alors là, ce n'était pas des humains qui étaient dedans, hein, c'était juste le module qui a été envoyé, mais là, ça a été lancé en 77, et puis on voit qu'en fait, au fur et à mesure, ça a approché Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, enfin bien sûr toutes les autres aussi, mais on a vu tout ça. Et donc maintenant, c'est même très loin du système solaire. Hein, en tout cas très loin de notre dernière planète du système solaire. En 1990, par exemple, en 1990, pardon, on a ici Voyager qui nous a photographié. Vous voyez le petit point bleu, là, en fait, le cercle bleu, il entoure un petit point blanc. Je ne sais pas si vous voyez ce tout petit point blanc qui est là. Ouais. Le petit point blanc qui est au milieu de ce cercle bleu, eh bien, c'est la Terre. La Terre vue depuis en fait 6,4 milliards de kilomètres. C'est-à-dire qu'en fait, c'est incroyable, la sonde s'est retournée puis il a pris une photo de nous. Hein, voilà, c'est ça. Et alors, à l'heure actuelle, Voyager, vous voyez, les Voyager, en fait, en 2012 et tout ça, eh bien, en fait, on est entre les étoiles, on est dans le système interstellaire. C'est-à-dire, on a quitté le système, finalement, notre système. Et ça, c'est juste incroyable. C'est l'objet qui a été le plus loin dans l'univers, et malheureusement, on ne peut plus avoir les données, par contre, de ça. Mais elle fait encore des bips. Et puis ça, c'est un message qu'on voit aussi, on voit la Terre ici, on est à 184 millions, cette fois-ci c'est plus faible, hein, mais pour vous montrer aussi, mais on voit la Terre et la Lune. Vous voyez, donc à 184 millions de kilomètres, on ressemble à ça. Si vous voyez bien, je suis au milieu, puis je souris. Il faut bien regarder. Là, c'est lorsque Mars Express a photographié la Terre et la Lune, on voit cette distance incroyable. On est à 8 millions de kilomètres. Et on voit cette distance qui nous sépare. C'est amusant. Puis la différence de taille qui existe entre les deux planètes, bien sûr. Une étant un satellite de l'autre, donc on n'appelle pas vraiment planète, qu'on appelle la Lune, bien sûr. Et puis on voit ici, regardez bien, ça c'est incroyable aussi, on est à 1,4 milliard cette fois-ci de kilomètres de nouveau. Et vous voyez le petit point là, de nouveau. Et ben, c'est nous. Alors c'est une autre sonde, c'est plus Voyager, c'est Cassini, c'était la suite, mais ça aussi c'est magique de se dire toutes ces informations qu'on a récupérées. Et puis on continue à en récupérer des informations, hein, puisque vous le savez qu'on a envoyé aussi des choses sur des météorites, sur des comètes. Ça c'est une comète, et sur cette comète là on a envoyé la sonde Philae. En fait, il y avait Rosetta et Philae. Et donc, on a envoyé pour atterrir dessus et on est en train de collecter toutes les données et on n'a toujours pas fini de les collecter, les informations. On essaie de comprendre. On a vu qu'il y avait des premières molécules qui ressemblent à des choses qui pourraient aider à fabriquer la vie sur Terre, sur ces comètes. Sur ces comètes, oui, c'est ça. Alors, les comètes, c'est des gros blocs de glace et d'eau, donc de glace sous forme solide, d'eau sous forme solide, pardon. Et quand ça passe près du Soleil, bien, cette vapeur, directement la glace devient vapeur et puis part pour faire des filaments dans le ciel. Hein, voilà, qui est simplement en fait de la brume. C'est-à-dire, en gros, c'est la même chose qui se passe. Hein, on sait ce que c'est que la brume en Belgique. Hein, voilà, le brouillard, tout ça, effectivement, je ne me moque pas. Hein. Eh bien, vous voyez qu'effectivement, au fur et à mesure,
vous avez cette brume qui s'échappe en fait de cette comète et qui fait la queue de la comète. Eh bien, et ça ne contient pas que de l'eau, ça contient aussi des molécules qui ressemblent à celles qui nous constituent. Ça ne veut pas dire qu'il y a de la vie, hein. Ça veut juste dire qu'il y a des molécules qui sont plus proches de celles du vivant qu'on aurait pu penser. Ce n'est pas juste des cailloux, etc., etc. Et on ne sait pas encore ces comètes, hein, est-ce qu'elles viennent de la ceinture de Kuiper dont je vous parlais, de l'endroit où il y a Pluton, etc. On ne sait pas tout ça. Et on est en train de continuer à comprendre. D'ailleurs, vous savez la suite, hein, on a récemment été sur Mars. Alors déjà en 2012, déjà en 1997, mais vous voyez l'évolution des rovers, au départ c'était un petit zigouigoui comme ça, et puis maintenant on a le rover Curiosity qui est là, et puis on a encore beaucoup plus grand maintenant, on a Perseverance depuis peu de temps. Et on a des informations magiques, magnifiques, regardez à quoi ressemble la planète rouge. On a fait des trous là, c'est pas des taupes, hein. Rassurez-vous, il n'y a pas de taupes sur Mars. Voilà. Mais on a fait des trous avec notre rover pour regarder, on voit tout ça là, à l'intérieur, et ça ressemble étrangement à des choses qu'on pourrait voir sur Terre. Vous voyez, c'est magique de se rendre compte de tout ça. Voilà. Et on continue à observer des choses, on observe des cailloux un peu bizarres et tout. Il y a même des gens qui ont montré qu'en fait, à un endroit, il y a un caillou qui ressemble à un rat. Alors, les gens croyaient qu'il y avait un rat sur Mars. Mais en fait, c'est simplement que quand on est humain, on essaie de chercher des images qu'on connaît partout, dans tout ce qu'on voit. Et donc, le caillou, il était légèrement de la forme d'une souris, et donc tout le monde s'est emballé. En fait, c'était juste un caillou bizarre. Voilà. Et voyez que ça continue à chercher des informations au moment où je vous parle et tout ça. Et donc, on est encore en train de continuer ces choses. Et je pense que ben voilà, vous serez la génération qui verrait, et peut-être qui iront sur Mars et qui ramèneront des échantillons d'eux-mêmes et repartiront de la mission spatiale. Vous allez y aller et repartir. Voilà. Et vous verrez tout ça. Je ne sais pas si moi je le verrai encore, mais enfin, c'est fantastique de se dire qu'on est à des milliards finalement de mètres de cette planète, et puis finalement on peut observer, on peut comprendre, on peut continuer en vrai à tester. Et tout ce qu'on a rêvé dans notre fauteuil, eh bien ça devient réalité, ça prend sens. Tous les gens qui ont pensé à ça, qui l'ont imaginé juste par l'esprit, eh bien cette fois-ci on a de la réalité de plus en plus, et on peut continuer à avoir des échantillons réels de tout ça. Et ça, c'est magique. Alors, demain, c'est quoi? Eh bien, demain, justement, c'est d'inventer des nouveaux robots comme ceux-ci qui seront faits avec de la réalité virtuelle, et on pourra comprendre mieux tous les détails des choses. C'est-à-dire, ils prendront des décisions, on pourra les piloter à distance, comme on sait le faire, mais on pourra aussi leur demander de prendre des décisions. Vous savez que, par exemple, le rover qui s'est posé, il a choisi effectivement le meilleur endroit pour se poser. C'était de la réalité. Finalement, c'était de l'intelligence artificielle qui l'a aidé à faire les choses. On pourra utiliser aussi la réalité augmentée, certainement, pour pouvoir voir en temps réel ce que le robot voit. On pourra peut-être aussi comprendre la structure même de l'univers. On a avec peut-être une théorie qui explique la formation entière de l'univers, ou en tout cas mieux comprendre toutes les subtilités qu'il y a derrière les étoiles à neutrons et toutes ces choses qu'on n'a pas encore compris. Enfin bref, il y a plein de choses encore à faire demain. Et puis demain, vous devez aussi réfléchir à ce que vous souhaitez. Est-ce qu'on utilisera les planètes comme on a utilisé la Terre et on épuisera toutes les ressources de ces planètes? Ou est-ce qu'au contraire, on essaiera d'utiliser ces planètes pour mieux les comprendre, pour pouvoir mieux apprécier notre planète? Parce qu'on se rend compte quand même une chose inouïe, c'est que quand on quitte notre planète, on se rend compte comme elle est fragile. Comme nous, on est fragile dans tout ça, et comme finalement, on est très peu de choses dans l'univers, et il ne faudrait pas grand-chose pour que notre planète ressemble à Mars, Mercure ou toutes les autres. Et jusqu'à présent, on n'a trouvé de la vie que sur Terre. Et ça veut dire que peut-être notre vie sur Terre est peut-être beaucoup plus importante qu'on croit. Et donc, en observant davantage le ciel, on finit par se rendre compte que là où on est, bah, c'est pas si mal que ça. Alors, j'ai parlé beaucoup, et je suis désolé, et je vais m'arrêter là parce qu'il faut à un moment s'arrêter. Je vous remercie infiniment de votre attention. J'espère que vous avez passé un bon moment. Donc, je vous rappelle que en tout cas, notre structure s'appelle Jardin Expérimental. Voici notre site internet. Et puis, si vous voulez nous contacter, vous allez sur le site internet. Et puis, vous nous contactez avec grand plaisir. Et puis, j'espère en tout cas pouvoir vous retrouver prochainement pour de nouvelles aventures. Et puis, je vais ici donc arrêter ma diffusion d'écran pour pouvoir revenir vers vous quelques instants pour vous saluer une dernière fois. Je vous remercie d'avoir fait ce voyage spatial avec moi, spécial aussi, j'en conviens. Et j'espère que vous avez passé un bon moment, et je vous dis en tout cas à très bientôt. Merci et bon printemps des sciences. Au revoir.